Sénanque et l'abbatiale du Mont-Saint-Michel ne sont séparés dans le temps que par un siècle. Pourtant, que de différence! L'âge roman, au XIe et XIIe siècle, correspond à une période de rapide mutation en France. Les campagnes et les villes se repeuplent. La population dépasse au XIIe siècle le seuil atteint à l'époque romaine, soit 12 millions d'habitants. Les classes dirigeantes se retrouvent avec un surplus de richesses qu'elles vont investir dans la pierre, châteaux forts, églises ou abbayes. Dès la fin du Xe siècle, les commanditaires portent de nouvelles ambitions. Plus question d'imiter les vieilles basiliques romaines. Il faut du nouveau. La demande la plus exigeante est la réalisation d'un couvrement en pierre. Il n'existe dans la France de l'an 1000 aucun vrai spécialiste de l'architecture en pierre. On fait alors venir, à grands frais, des maîtres d'œuvre d'Italie, voire même de Constantinople. Les experts français apparaîtront plus tard. On va, au départ, s'inspirer des méthodes romaines de couvrement. Les termes romains servent souvent de modèle. On retrouve ainsi, d'abord, la voûte en berceau. Cette voûte, de profil semi-circulaire, est simple à réaliser. Elle rappelle le ciel par sa courbure. Elle pose toutefois certains problèmes. Un profil en berceau a tendance à s'affaisser sur lui-même. Il faut donc lui donner une épaisseur suffisante pour qu'il résiste. Des arcs de renfort, les arcs doubleaux, peuvent aider à stabiliser le profil. La voûte reste malgré tout épaisse et donc très lourde. Autre problème, la voûte pousse vers l'extérieur les murs qui la portent. Il faut donc des murs épais et munis de puissants contreforts pour supporter le poids. Difficile alors d'ouvrir de grandes fenêtres. Si au Mont-Saint-Michel le couvrement en pierre est partiel, il est total dans l'abbatiale de Conques, bâtie peu après, entre 1050 et 1130. La nef, le chœur et le transept ont la même élévation et sont couverts par un grand berceau. 2 niveaux d'arcade supportent la voûte, qui est consolidée par un arc doubleau à chaque travée. Mais en l'état, la structure ne tiendrait pas. Il faut la renforcer par 2 bas-côtés à 2 niveaux. C'est la voûte du bas-côté supérieur, la tribune, qui assure le maintien de la voûte principale. Des contreforts extérieurs et des murs épais restent nécessaires. Il apparaît rapidement que la voûte en berceau a atteint ses limites. Ainsi, se tourne-t-on vers un autre type de voûte romaine, la voûte d'arête. Le tracé de cette voûte correspond à 2 berceaux croisés. Le profil des arêtes résiste mieux à l'affaissement, mais pousse plus. Cette poussée ne s'exerce toutefois plus sur 2 murs, mais sur 4 piliers. Ainsi, peut-on établir de grandes fenêtres sans risque. La voûte d'arête est très souvent utilisée dans les bas-côtés.
mais se fait plus rare dans la nef centrale. À Vézelay, la nef datant du début du XIIe siècle est voûtée d'arêtes. La stabilité est assurée par des tirants en fer, remplacés au siècle suivant par des arcs-boutants. On tente aussi d'autres expérimentations. À Tournu, bâti entre 1055 et 1120, les berceaux sont posés perpendiculairement à l'axe principal. Ainsi, les voûtes se supportent l'une l'autre. Citons aussi les édifices en rotonde, bâtis surtout au XIe siècle, comme ici, Sainte-Croix de Quimperlé. Il y a aussi les églises à coupole, comme à Fontevraud. Plus original et sans antécédent antique identifiable, Saint-Ours à Loches possède des coupoles pyramidales. On ne peut en fait définir le plan type d'un édifice roman. Pendant 2 siècles, différentes écoles vont se développer. La diversité est la règle. Il y a quand même des points communs. La pierre de taille s'impose. Les surfaces murales s'animent de colonnes engagées, de moulures, de colonnettes. La sculpture apparaît. Les chapiteaux romans sont bien différents de ceux de l'Antiquité. À la place de feuilles stylisées, on trouve des scènes d'inspiration très diverses. Certains chapiteaux sont même très surprenants pour une église. Au XIIe siècle apparaît une innovation majeure, l'arc brisé, aussi appelé ogive. L'ogive naît de l'intersection de 2 cercles. Il vient probablement du monde musulman, où il était déjà connu. L'Europe occidentale apprendra énormément de ce monde musulman. Les contacts sont nombreux en Espagne, alors partiellement soumise aux croissants, en Sicile, tout juste reconquise, ou encore lors des croisades. Certains textes des anciens Grecs, rejetés par les premiers chrétiens, ont été préservés par les érudits musulmans. Ils transmettent aussi les chiffres modernes, dits arabes, qui viennent en fait d'Inde, tout comme le chiffre 0. La poudre à canon, le gouvernail des tambours, la boussole sont transmis depuis la Chine. Le profil en ogive a pour principal intérêt une meilleure stabilité. Elle est due à sa proximité avec la chaînette, forme prise par une chaîne laissée pendante entre 2 points. La chaîne est en traction pure. Mise dans l'autre sens, elle est en compression pure. Les efforts transversaux disparaissent ainsi, et la voûte peut être très fine. On voit encore, au palais sassanide de Ctésiphon, un énorme berceau en chaînette de 30 mètres de haut. Construit en briques, il date du IIIe siècle. Toutefois, plus difficile à tracer qu'un arc brisé, cette forme restera ignorée des architectes médiévaux. Le profil en ogive est appliqué aux voûtes en berceau et aux voûtes d'arêtes. L'architecture cistercienne fera un grand usage des berceaux brisés comme à Sénanque. La grande abbaye cistercienne de Fontenay présente une variante qui permet d'ouvrir de plus larges fenêtres dans les bas-côtés. Mais cette architecture reste lourde et sombre.
C'est dans le monde anglo-normand qu'une avancée décisive va avoir lieu, précisément dans la cathédrale de Durham, en Angleterre, consacrée en 1133. La voûte d'arête adaptée au profil en ogive donne une voûte plus performante. Mais si l'on réduit trop son épaisseur, les arêtes ont tendance à s'écraser. L'idée va donc consister à les renforcer par des arcs. Ainsi naît la voûte sur croisée d'ogive. Cette voûte peut être allégée bien plus que toutes les autres. Et comme elle repose sur 4 points, il devient possible d'ouvrir de larges fenêtres. L'innovation passe alors en France. À Saint-Denis et à Sens naît un nouveau style, le gothique. Dieu est lumière, proclame l'abbé Sugère de Saint-Denis. Son église se doit d'être lumineuse. La cathédrale de Sens, commencée en 1140, représente bien le gothique primitif. La voûte, composée de 6 voûtins, repose sur 3 arcs et 2 doubleaux. C'est une voûte sexpartite. Aux 4 angles s'élancent de lourds piliers, tandis que 2 piliers plus légers portent l'arc intermédiaire. Les bas-côtés ont pour leur part des voûtes de plan presque carrées et à 2 arcs, dites voûtes quadripartites. Entre les fenêtres hautes et les arcades des bas-côtés s'étire un étroit couloir ouvert sur la nef par des arcades. C'est le triforium. Il correspond en fait à la toiture des bas-côtés. La structure ne serait pas stable sans une autre invention majeure du gothique, l'arc-boutant. Depuis des culées, élevés dans le prolongement des contreforts des bas-côtés, des arcs partent vers le mur du vaisseau central pour éviter qu'il se déverse sous le poids des voûtes. Pendant les 60 ans suivants, le style évolue encore. Commencée en 1194, la cathédrale de Chartres voit le remplacement des voûtes sexpartites par des voûtes quadripartites. L'arc brisé se généralise, alors qu'il restait encore quelques arcs en plein cintre à Sens. Les culées et les arcs-boutants montent en hauteur et deviennent plus décoratifs. Le plan au sol n'est quant à lui guère différent de celui de Conques. Le style, défini à Chartres, va finalement supplanter tous les autres et perdurer pendant plus de 3 siècles, sans évolution autre que décorative.